La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Vraiment ? On nous dit souvent que nous vivons dans des sociétés où chaque voix compte, où chaque vote a le pouvoir de changer les choses. Mais est-ce vraiment le cas ? En réalité, la démocratie n'est que la protection de la minorité et non de la majorité. C'est le pouvoir des élites contre le peuple. Derrière les bulletins de vote, une minorité tire les ficelles. Décortiquons ça ensemble. Les décisions majeures sont souvent prises en coulisses, loin des regards du public. Les lobbyistes, les groupes d'intérêt et les élites économiques ont une influence disproportionnée sur les politiques. 80% des députés français sont issus de milieux aisés. La même chose est palpable en Afrique, partout en Europe ou à beaucoup de régions en Amérique. Cela signifie que les perspectives et les intérêts des classes populaires sont souvent sous-représentés. Aux États-Unis, 90% des élections au Congrès sont remportées par le candidat qui a dépensé le plus d'argent. Le peuple vote, mais l'argent choisit. Le peuple, c'est la majorité silencieuse. Ceux qui travaillent dur chaque jour, qui paient leurs impôts, qui meurent lors des guerres, mais qui ont peu de voix dans les décisions qui les affectent directement. Ils sont nombreux, mais leur pouvoir est souvent limité. En 2007, Nicolas Sarkozy fait adopter le traité de Lisbonne, quasi identique, sans référendum. Le core group en Haïti choisit les candidats et non le peuple. En 2011 à 2023, les présidents, Martelly Moïse, sont soutenus par les États-Unis, la France, le Canada, le Brésil ou encore l'ONU, malgré des fraudes électorales prouvées. En 2024, une transition imposée par Washington sans élection libre. Le peuple a parlé, les élites ont contourné. En Russie, Vladimir Poutine, les élections sont maintenues mais régulièrement truquées. Les opposants sont emprisonnés. Nous avons plein d'exemples de démocratie coloniale ou impérialiste. La démocratie, souvent brandie comme étendard par les grandes puissances occidentales, apparaît de plus en plus comme une illusion soigneusement entretenue pour légitimer des politiques profondément contradictoires. Les États-Unis, par exemple, se posent en défenseurs des droits de l'homme, mais soutiennent des régimes autoritaires comme l'Arabie Saoudite, tout en menant des interventions militaires destructrices dans des pays comme l'Irak, la Libye ou encore Haïti, qu'ils ont continuellement déstabilisés par l'ingérence, l'assassinat politique et le soutien à des élites corrompues. Parallèlement, leur propre système politique est largement dominé par les élites économiques à travers le financement électoral massif, le lobbying et les groupes d'intérêt privés, ce qui en fait davantage une oligarchie qu'une démocratie réelle. La France, de son côté, bien qu'elle se proclame républicaine et démocratique, perpétue une politique néocoloniale en Afrique à travers le maintien du franc CFA, la présence militaire stratégique dans des pays riches en ressources, et le soutien à des régimes impopulaires comme ceux du Tchad, du Gabon ou de la Côte d'Ivoire. Elle a même proclamé et encouragé la recolonisation directe de l'Afrique, son avenir comme elle dit, par l'intermédiaire de son général qui invite toute l'Europe à faire de même. Ce qui est notre destin commun à nous Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique
Dans plusieurs États africains prétendument démocratiques, les élections sont soit manipulées, soit sans réelle alternance. Au Gabon, la dynastie Bongo a régné pendant plus d'un demi-siècle, suivie d'un autre membre de la famille. Au Cameroun, Paul Biya conserve le pouvoir depuis 1982. Au Togo, Faure Gnassingbé prolonge le règne familial avec des réformes constitutionnelles sur mesure. En RDC, Félix Tshisekedi vend les ressources stratégiques aux multinationales étrangères dans un contexte de tensions électorales. Et ailleurs, du Bénin au Rwanda, au Togo, le double jeu du Sénégal, de l'Algérie à la Côte d'Ivoire, l'espace démocratique se réduit à mesure que le pouvoir se consolide entre les mains d'une minorité proche des intérêts occidentaux. L'Europe elle-même est sous diktat américain. Regardez l'affaire Nord Stream 2. En Amérique, la situation n'est pas en reste. Cuba, Venezuela, Haïti résiste, alors que l'Argentine semble se coucher et Bukele reste suspect, mais semble opportuniste. En Océanie, les îles du Pacifique, comme Fidji, Solomon et autres, sont souvent courtisées ou menacées par les puissances occidentales dès qu'elles cherchent à établir des relations avec la Chine ou qu'elles proclament leur indépendance, comme nous l'avons vu avec la Nouvelle-Calédonie récemment. En Asie, les ingérences sont tout aussi nombreuses. Et nous voyons la preuve avec Taïwan qui jouera probablement le même rôle que l'Ukraine, qui fait la guerre par procuration à la Russie, désormais déléguée à l'Europe, en processus de réarmement ordonné par les États-Unis qui vont désormais se concentrer sur la Chine. Dans le monde arabe, l'Algérie reste sous contrôle militaire implicite, d'où probablement son rôle trouble dans la déstabilisation du Mali et le soutien au terrorisme dans le Sahel, tandis qu'au Moyen-Orient, la Palestine subit une répression brutale, un apartheid documenté et des massacres perpétrés dans un silence complice des grandes puissances, en particulier les États-Unis, qui soutiennent inconditionnellement Israël, sans oublier l'hypocrisie de la Turquie, de l'Arabie Saoudite, ou encore la Jordanie et la Syrie, qui a désormais à sa tête un terroriste notoire qui passe son temps à peaufiner son image et assassiner des innocents, toujours aidés par les puissances occidentales. L'Iran résiste malgré tout. Les États-Unis, qui possèdent plus de 800 bases militaires à travers le monde, continuent à maintenir une hégémonie géopolitique par la force, l'intimidation économique, les sanctions arbitraires et la manipulation politique. En Europe même, le contraste est saisissant entre les beaux discours républicains et la réalité des répressions violentes lors des manifestations sociales comme celle des Gilets jaunes en France, où l'usage disproportionné de la force a été maintes fois dénoncé. Enfin, l'absurdité atteint son comble quand des monarchies absolues, comme le Royaume-Uni, des Émirats, prétendent faire la promotion de la démocratie, alors même qu'elles sont dirigées par des rois, des princes ou des émirs non élus. Ce décalage criant entre les principes affichés et les pratiques concrètes révèle une chose. Ce que l'on appelle démocratie, dans le discours global dominant, est trop souvent un outil de façade, utilisé pour masquer des rapports de domination, des logiques impérialistes et une gouvernance mondiale au service d'intérêts privés plutôt que du bien commun. Quand 10 milliardaires contrôlent 90% des médias, on peut se demander si l'information que nous recevons est vraiment impartiale. Les médias jouent un rôle crucial dans la formation de l'opinion publique. Mais qui contrôle ces médias? Qui façonne réellement l'opinion publique? Les journalistes, bien sûr, mais aussi ceux qui possèdent les médias. Les intérêts économiques et politiques peuvent influencer la manière dont les informations sont présentées. En France, 7 milliardaires dominent l'info. D'après le rapport de l'Acrimed, Observatoire des médias, et Le Monde diplomatique, Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Patrick Drahi, Niel, Pigasse et Dassault. Aux États-Unis, 6 géants contrôlent tout. Disney, Comcast, Warner Bros, Discovery, News Corp, Meta, Facebook, plus Google, YouTube. En 2022, CNews a licencié un journaliste, Gilles Boulot, pour avoir critiqué Bolloré. Aux États-Unis, Fox News a payé 787 millions $ pour avoir menti sur la fraude électorale de Trump. Tous les grands médias ont soutenu la guerre en Irak, 2003, basée sur des mensonges, les conflits d'intérêts. Peu de médias enquêtent sur Macron et les milliardaires. C'est la même histoire partout dans le monde. Que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie ou en Afrique, les élites économiques et politiques ont souvent plus de pouvoir que les citoyens ordinaires. Les politiciens et les grandes entreprises passent d'un monde à l'autre, influençant les politiques et les discours. Les décisions qui affectent des millions de personnes sont souvent prises dans des salles de réunion fermées. Les élections, c'est souvent comme choisir dans un menu où tous les plats ont le même goût. Les options semblent différentes, mais en réalité,
elles sont souvent très similaires. Les programmes politiques se ressemblent tellement qu'on a du mal à voir la différence. Les promesses de campagne sont souvent vagues, et les réformes proposées ne changent pas fondamentalement le système en place. Les deux ailes appartiennent au même oiseau. La démocratie promet le pouvoir au peuple, mais en pratique, on vote pour des candidats présélectionnés par l'argent et les médias. On manifeste pour être ignoré ou réprimé. On croit choisir, alors que les vrais décideurs sont dans les lobbies et les cercles du pouvoir. La question n'est pas de rejeter la démocratie, mais de l'exiger pour de vrai. Gauche, droite, tout le monde parle de réforme, mais qu'est-ce qui change vraiment? Les discours changent, mais les actions concrètes sont souvent limitées. Les véritables changements nécessitent une volonté politique et un engagement à long terme. Partout dans le monde, des mouvements citoyens s'organisent, s'élèvent et refusent de se soumettre à des systèmes qui ne répondent plus à leurs aspirations profondes. En Afrique, les récentes ruptures politiques, notamment incarnées par l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, marquent un tournant historique. Ces peuples choisissent de s'affranchir des modèles politiques occidentaux imposés, préférant reconstruire leur souveraineté sur des bases plus endogènes, en phase avec leur réalité culturelle, sociale et historique. Ce rejet de la démocratie comme marchandise imposée, souvent par les bombes ou la dette, trouve des échos jusque dans les rues d'Amérique latine, du Moyen-Orient ou encore en Asie, où les peuples réclament non pas une copie du modèle occidental, mais un vrai pouvoir populaire, ancré dans leur identité propre. La Chine, justement, incarne une autre forme de gouvernance, radicalement différente, qui, malgré les critiques occidentales, a su résister à l'exploitation impérialiste et devenir une puissance mondiale sans avoir adopté le modèle libéral démocratique. Son développement fulgurant, certes non sans zone d'ombre, remet en question l'idée selon laquelle la démocratie occidentale serait le seul horizon politique valable. Les peuples du Sud, longtemps considérés comme des réservoirs de ressources ou de main-d'œuvre, se lèvent pour dire non. Non à l'exploitation, non à la tutelle étrangère, non à la démocratie de façade. Ils aspirent à autre chose, une véritable autodétermination, une souveraineté pleine et entière, où la politique ne se résume pas à des élections formelles, mais où elle devient l'expression d'une volonté populaire enracinée, assumée, respectée. Cette dynamique est encore fragile, confrontée à des résistances puissantes, militaires, économiques, médiatiques, mais elle est en marche. Regardez la Convention citoyenne pour le climat, où des citoyens ordinaires ont eu leur mot à dire. Ce type d'initiative montre que lorsque les gens sont impliqués, des solutions innovantes et efficaces peuvent émerger. Entre les monarchies hypocrites, les républiques oligarchiques et les dictatures soutenues par l'Occident, la démocratie n'est plus qu'un mot vide, écrasé par les intérêts des puissants. L'espoir est palpable partout. Prenons l'exemple de l'Islande, où la Constitution a été rédigée par la population. C'est un exemple inspirant de ce que peut être une véritable démocratie participative. Voilà des exemples de véritables pouvoirs démocratiques. Quand les citoyens sont réellement impliqués, les décisions prises reflètent mieux les besoins et les aspirations de la population. Alors, et si on réinventait la démocratie? Si on trouvait des moyens de donner plus de pouvoir aux citoyens, de rendre les processus décisionnels plus transparents et inclusifs? Partagez cette vidéo pour lancer le débat. Engageons-nous dans des discussions constructives sur la manière dont nous pouvons améliorer notre système démocratique. Le pouvoir est une arme. À qui la confiez-vous? Réfléchissons ensemble à la manière dont nous pouvons le redistribuer de manière plus équitable. Abonnez-vous pour plus de réflexions et continuons la discussion.